Bonjour à tous et bienvenue donc à notre direct, mesdames et messieurs. Nous sommes le lundi 12 janvier 2026. Il est 15 heures passées de 8 minutes. Nous avons annoncé ce direct et nous finissons par le faire. Vous nous excuserez pour le retard accusé. Et comme j'aime le dire, mieux vaut tard que jamais. Bienvenue donc au premier qui se connecte à ce live que j'ai annoncé d'abord pour 10 heures. Après, je l'ai décalé pour 10h30. Et puis, je l'ai mis à 13 heures. Et là, je le débute à 15 heures passées de 8 minutes. Bienvenue à tous qui se connectent là. Je ne vais pas trop crier, je ne vais pas être véhément. Je suis à la maison. Je vais essayer d'avoir le ton posé et mesuré. Et vous me direz si vous m'entendez parfaitement bien. Merci de partager le direct. Merci de le partager, de vous connecter. Et comme je l'avais annoncé, désormais, je reprends mes chroniques. Mes chroniques que j'ai baptisées Bebeli Bouk, la chicotte. Je parle ici, c'est la voix du petit peuple, du bas peuple. Et moi, je me fais l'écho sans avoir été investi d'un quelconque mandat, n'est-ce pas? Je me fais l'écho, je me fais le porte-voix, le porte-parole officieux du bas peuple, le petit peuple d'en bas, ceux qui n'ont pas droit au chapitre, ceux qui ne sont rien et ceux dont la parole n'est pas prise en compte. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons aborder un épineux problème. Il s'agit, n'est-ce pas, d'une enquête, ou tout au moins d'un meurtre, d'un assassinat, d'un crime, pour rester neutre, parvenu à notre connaissance concernant une compatriote et quand Madame Mbala Marilou. Donc, les images, les vidéos devenues virales ont fait le tour de la toile et nous avons tous été choqués et nous avons donc pensé au regard de la violence et de la virulence de ce crime, de cette attaque, qu'il était de bon ton, qu'il était nécessaire pour nous de pouvoir détricoter, analyser, passer au pain fin, donner notre avis et surtout, en tant qu'expert, comme vous le savez, je suis un OPJ de formation, un ancien commissaire de police. Et je n'entretiens pas la polémique, je ne vais pas remuer le couteau sur la plaie. Je tiens d'abord à m'excuser auprès de la famille qui vit un drame épouvantable. Et personne ne peut souhaiter voir un des siens mourir de cette manière avec des images indignes, dévalorisantes qui font le tour du monde. Et si nous nous permettons aujourd'hui de prendre la parole, c'est pour apporter des étayages et des éclairages à tous ceux qui ont été choqués par ce crime, ces images parvenues à notre connaissance. Comme je l'ai dit à l'entame, notre direct d'aujourd'hui aura deux phases. Première phase, nous essaierons donc de parler de ce crime, entre guillemets, odieux de notre sœur et compatriote Dame Mbala Marilou. Voilà. Et dans une deuxième partie, nous allons aborder la problématique, n'est-ce pas, de ces images devenues virales d'une boulangerie à Astiko, dans la commune de Yaoundé 7e, probablement du côté de Nkolbison, au Yomabang. Nous avons vu ces images-là. Mais bonjour à toi, Tonga Gertrude, tous mes meilleurs voeux. Aujourd'hui, donc, nous allons aborder ces deux aspects. Alors, je tenais d'abord à vous dire que j'ai longtemps réfléchi avant de faire ces directs parce que j'ai reçu énormément de coups de fil. Jamais dans un direct, je n'aurais été autant sollicité par rapport à l'affaire Mbala Marilou, MML. J'ai reçu énormément de coups de fil, j'ai échangé au téléphone avec des anonymes, des gens qui veulent concourir à la manifestation de la vérité, qui m'ont dit, commissaire Zogo, faites très attention, ce dossier est compliqué. J'ai reçu beaucoup d'éléments. Ça fait qu'aujourd'hui, je vais marcher sur des œufs, je vais faire attention. Et moi, je ne suis pas dans le suivisme moutonnier, je ne vais pas faire obstruction ou entrave ou concurrence à l'enquête officielle déclenchée par les autorités camerounaises sur cette sordide affaire. Parce que la loi me l'interdit, n'est-ce pas, de commenter une affaire qui est pendante devant la justice.
Sauf de temps puisqu'il s'agit d'un crime crapuleux. Disons d'un crime. Enlevons le mot crapuleux pour rester neutre et pour user de ce que j'appelle des euphémismes. Alors, j'ai reçu, donc je le disais, beaucoup d'appels, beaucoup de témoignages. J'ai passé près de 6 heures de temps au téléphone à répondre aux appels. C'est pour ça que j'ai dû décaler ce direct. À un moment donné, je me suis même demandé si c'était important que je fasse ce direct-là. Parce que je veux aussi me protéger. Je ne veux pas me retrouver dans des sales draps. J'ai une femme, j'ai des enfants. Le Cameroun est un pays compliqué, hyper dangereux. Il faut faire très attention. Et la période que nous vivons est tellement sensible que le moindre petit faux pas peut être fatal. Et comme nous aimons vous le dire, le monde et le Cameroun, ce n'est pas seulement ce que vous voyez. Il y a une autre réalité qui est bien plus sombre que ce que vous voyez là. Derrière, n'est-ce pas, les dorures, derrière, n'est-ce pas, tout ce qui brille que vous observez, se cache un visage hideux et sombre d'une triste réalité telle que si on vous la révèle, vous n'allez jamais vouloir habiter dans ces palaces, dans ces châteaux, ou côtoyer même certaines personnalités. Et nous n'accusons ici personne. Alors, nous allons donc progressivement rentrer dans le vif du sujet. Je remercie tous les iglis et tous les anonymes qui, de manière spontanée, m'ont contacté afin de m'apporter des éléments susceptibles d'éclairer vos lanternes sur ces deux affaires qui défraient la chronique actuellement. Et je tiens aussi à planter le décor, à vous dire que, mesdames et messieurs, je ne vais pas être dans le suivisme moutonnier. Je sais qu'actuellement, il y a ce qu'on appelle une guerre fratricide entre les Ekans et les Bamileke, avec une vendetta qui veut que chaque fois qu'il y a un problème, si ça concerne, il y a le moindre petit doute ou des suspicions, si un Ekan ou un Bamileke, qu'on accable le membre de tel ou tel clan, parce que c'est une guerre larvée fratricide entre les Ekans et les Bamileke. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce jeu. Alors, je vais donc diffuser une petite musique des vétérans sur laquelle je n'ai aucun droit et qui me rappelle le nom de cette grande sœur, Marie-Lou, les vétérans Marie-Loulou, pour permettre aux uns aux autres de s'installer confortablement, de partager le direct et dès que nous aurons atteint un minimum de partage possible et de connexion, nous allons rentrer dans le vif du sujet et vous pouvez imaginer le nombre de notes que j'ai pu prendre sur cette affaire. Alors, en hommage donc à notre maman, grande sœur qui est décédée, Mbala Marie-Lou, nous allons diffuser cette musique des vétérans, Marie-Loulou, pour apaiser sa famille. C'est une situation difficile qu'elle traverse. La mort d'un membre d'une famille n'est jamais quelque chose de facile. Alors avec vous, les vétérans, Marie-Loulou. Vous tous, vous connaissez cette chanson-là, en hommage donc à notre sœur qui est partie, pour essayer un peu d'égayer les cœurs des membres de sa famille. Comme elle s'appelait Marie-Lou, les vétérans ont chanté pour Marie-Loulou. C'était une très belle femme qui avait un parcours, qui était connue, qui avait des réseaux. Marie-Loulou, les vétérans, je n'ai aucun droit sur cette musique. Comme vous le savez, il faut toujours s'entourer de toutes les armures spirituelles traditionnelles. J'ai toujours le nom. Vous savez qu'il y a beaucoup de sorciers, de ritualistes. Et j'ai cette petite écorce toujours sur moi, que vous connaissez. Voilà, le vin. Voilà. Vous savez que sur Facebook, il y a des ritualistes, il y a des sorciers, il y a des lanceurs de sorts. Allez, Marie-Loulou, les vétérans en hommage à Mbala Marie-Lou, de son nom Mama Loulou, afin d'égayer un peu les cœurs des membres de sa famille qui sont là, qui nous suivent. Toutes mes condoléances. On ne va pas danser, on ne peut pas faire la fête, c'est triste. Oh.
Qu'elle repose en paix, notre sœur Marie Loulou. Je ne la connaissais pas, c'est une coïncidence. Comme j'aime bien cette musique, et son nom est cité là, peut-être pas elle, Marie Loulou. Elle s'appelait Marie Lou. J'essaye de diffuser ça pour que sa famille s'apaise un tout petit peu. Je n'ai aucun droit sur cette musique, bien évidemment. J'espère que sa famille va retrouver du réconfort avec cette musique des vétérans. Je mâche toujours ma cola, le don, avec le sel. Je fais comme ça un coucou à mon épouse, ma charmante épouse, Madame Zogo, qui nous écoute, qui nous suit depuis son bureau, depuis son lieu de service. Nous sommes de tout cœur avec la famille de la victime, Madame Mbala Marilou. Les vétérans de la capitale. Pour les anciens, ils connaissent, ils savent de quoi on parle. Oncle, l'année commence bien avec toi. Ok, merci neveu. Beaucoup de courage à la famille de Mbala Marilou, Marie Loulou, les vétérans. Ce que nous allons dire ne va pas être très tendre et facile. Bonne année à vous tous. Marie Loulou, des images terribles que nous n'aimerons pas revoir. La déshumanisation de l'humain, publiée dans son état le plus bestial, tenu d'Adam et d'Ève, sur son lit de mort. C'est tout simplement épouvantable et traumatisant. Je n'ai aucun droit sur cette musique que nous allons bientôt arrêter. Voilà. Alors, merci, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Hop. Nous ne sommes pas là pour faire la fête. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce direct. Nous abordons donc désormais les choses sérieuses. Alors, comme tous les compatriotes, j'ai aussi, comme vous, été informé via les réseaux sociaux de la disparition brutale et violente de notre compatriote Mbala Marilou. Les images ont fait le tour du monde en inbox. D'abord des images d'elle sur les réseaux sociaux annonçant sa mort. Je ne savais pas qui elle était. Et de fil en aiguille, j'ai vu ces images, ces photos avec des personnalités, le président Emmanuel Macron, l'ambassadeur du Cameroun en France, l'épouse de Macron, Brigitte Macron, avec Yannick Noah, tout ça. Ah ben j'ai compris que c'était quelqu'un d'important qui pouvait avoir des réseaux. Alors, je tiens d'abord à m'excuser auprès des proches de la famille de la défunte. Nous ne sommes pas ici par cynisme pour remuer le couteau sur la plaie. Nous sommes là tout simplement pour essayer d'élaborer autour de ce drame. Donc que la famille ne lui tienne pas rigueur. Voilà. Nous ne sommes pas là pour bafouer la mémoire de notre sœur. Vous savez que toute âme goûtera à la mort. Nous mourrons tous un jour. Voilà. Et c'est la fin de nous tous. Une fois que je l'ai dit, je sais que je peux pouvoir compter sur la mansuétude et la compréhension de la famille biologique de Madame Mbala Marilou qui nous a quittés. Alors, ces images donc, ce qui m'a le plus choqué, c'est d'autres images reçues en inbox d'elle qui ont été filmées en tenue d'Adam. Je me dis, comment se trouve sa famille en voyant ces images-là? Notre maman,
notre sœur et autres en voyant le corps de leur sœur, de leur maman, couché, nu, à poil. C'est tout simplement épouvantable. Ce sont des images insoutenables. Je vais y revenir dessus. Vous savez, la campagne qui s'est passée, je me suis beaucoup investi. Et je ne suis pas là pour parler ni de la Coupe d'Afrique, ni de Paul Biya, ni de la campagne. Mais je vais faire une petite digression. Vous savez, tout ce que j'ai eu de la campagne, c'est cette montre de Paul Biya en tant que beau-fils de Boulou. Donc, ma belle famille Boulou m'a dit, toi, c'est étonne, voilà tout ce que tu mérites, la montre de Paul Biya. Voilà. Et pendant ce temps, d'autres ont reçu beaucoup d'argent, comme ils s'affichent sur les réseaux sociaux, affichant un luxe ostentatoire. Ils ont construit des chalets, ils ont des belles maisons, ils vont au palais, on les invite. Mes frères, moi, on m'a mis aux zolo. Je n'ai eu que cette montre que ma femme m'a ramenée, que voilà ce que ta belle famille t'offre. Et je la porte avec joie. Parce que ma belle famille m'a dit, c'est ton patriarche, c'est le beau-parent. Nous n'avons ni argent à te donner, ni rien. Toi, nous avons mangé, nous avons bu, nous avons pris de l'argent, nous faisons la fête au palais de l'unité, nous t'envoyons quand même cette montre du président Paul Biya pour sa campagne. Soutenez le direct, mettez des cœurs, applaudissez pour moi. J'ai quand même aussi eu quelque chose. Même si d'autres ont eu des millions, ils se sont enrichis, ils ont construit des belles maisons, ils paradent sur les réseaux sociaux, ils sont devenus des bourgeois, ils vont au palais de l'unité. Ah, chacun se contente du peu qu'il a eu. Je vais donc profiter de cette petite blague et digression pour aborder quelque chose d'important. Vous savez, mes frères et sœurs, tel on fait son lit, on s'y couche. Il n'y a pas de rose sans épines. Je n'accuse ici personne. Je ne vais pas être dans l'émotion. Lorsque nous vous disons que le pays est compliqué, vous vous souvenez, j'avais annoncé la fin de mes directs et j'avais dit je ne comprends pas le Cameroun parce que le pays est entre les mains des loges et des sodomites. Beaucoup ne m'ont pas compris parce que en réalité, le problème du Cameroun n'est ni les Bamileke, ni les Ekans, ni les Babana, ni les talibans, ni les patriotes. Le problème du Cameroun, ce sont les loges et les sodomites. Je vais être cru. Dans le Cameroun actuel, si tu n'es pas dans les loges, si tu ne pratiques pas certaines choses, je n'ai rien après ce qui les pratique, tu n'auras rien. Ce n'est un secret pour personne. Vous, mes jeunes sœurs là, vous, mes filles, vous, mes mamans, vous, nos épouses, qui avez les longs yeux, vous voulez la richesse, vous voulez côtoyer les personnalités, vous montrez les dents, vous paradez avec les personnalités, vous ne connaissez pas l'envers du décor. Le décor souvent est très sombre, au-delà, n'est-ce pas, des lentilles et des dorures. C'est un décor sombre et triste. Pour que certains arrivent à ce niveau d'ascension sociale, et surtout je parle du Cameroun, ils ont fait des sacrifices énormes. Je sais de quoi je vous parle. Énorme. Tout ce qui brille n'est pas or. Il n'y a pas de rose sans épines. Je n'accuse pas toutes les personnalités. Je ne dis pas que forcément pour réussir, qu'il va falloir tremper ou qu'on est obligé de tremper. Je n'ai jamais dit. Mais je dis, faisons attention. Le succès, la promotion sociale, l'ascension sociale, chez nous, ce n'est pas quelque chose d'évident. Parce que posez-vous bien une question. Pourquoi certains arrivés à ces postes n'œuvrent pas pour le bien ou l'intérêt général? Ils sont toujours froids, cyniques. Ils préfèrent être avec des gens monstrueux. Vous savez, le diable est décrit pour nous les croyants chrétiens comme il a trois choses qui le caractérisent. Le diable est venu pour égorger, dérober, détruire. Les fruits de l'esprit, un enfant de Dieu se reconnaît par quoi? Sa bonté, sa simplicité, sa gentillesse et le bien qu'il fait. Si vous voyez quelqu'un qui a des milliards,
Il ne donne rien à personne. Il est né de la sémence. Il est né de la sémence. Un homme bon va passer. S'il a 1 million dans sa poche, il voit un mendiant. Il va prendre 10 000 et lui donne. Mais si vous connaissez des gens qui n'ont pitié de personne, qui sont froids, cyniques, sachez qu'ils tirent leur prospérité de quelque chose de sombre, d'obscur et de sordide. Ils sont dans les conditions. Donc, moi, je regarde ça toujours de loin, je dis, hé, voilà des cérémonies qui se passent à l'ambassade. On invite toujours les mêmes. Vous voyez, les gens, ils vont là, ils mangent, ils boivent, ils tournent les fesses à gauche, ils tournent à droite, ils rentrent. Je dis, ah, Zobo. Comme le disait Toumba dans son procès en Guinée-Conakry, que tu as même fait quoi aux gens-ci? Ce degré de haine qui mangent toujours entre eux. Tu viens même, tu les défends. Tu travailles pour eux, ils ne vont jamais t'appeler ni te prendre en considération. Mais quand je vois ça, je dis, mes ancêtres sont grands. Et je vais refuser cet appel, je ne le prends pas. Mes ancêtres sont grands et Dieu est grand. Pourquoi je le dis? Regardez un peu ce qui se passe là. Les images qu'on m'a envoyées que je ne peux pas diffuser, quand vous voyez notre sœur Mbala Marie Lou qui est morte, vous voyez les images qu'on vous a envoyées là. Tu te dis c'est incroyable. Je regarde ces images ici, belle femme, déshumanisée, humiliée. Et vous la voyez là, elle est sur des photos. Hein. Elle est sur des photos avec Emmanuel Macron. La voilà. Elle est sur des photos avec Brigitte Macron. Vous la voyez, que la famille m'en excuse. Vous voyez, elle est sur des photos avec notre ambassadeur, son Excellence, M. Ekoumou. Je vais un peu flouter le nom de la personne qui m'a envoyé les images. Voilà, pour qu'on ne l'identifie pas. Il connaissait le Gotha de la République. Il y a une autre photo là. Il avait Yannick Noah. Je vais la retrouver. Il connaissait le gratin, le Gotha, la fine crème. La fine crème. Et quand on voit la manière dont son corps est exposé, sa faim et sa mort, qui nous attriste beaucoup, et je ne peux pas diffuser ces images, je vais juste les regarder devant moi, on me les a envoyées. Je vois un crâne fendu, bousillé. On l'a tué violemment avec méchanceté. Au niveau de la tête, on a tranché, il y a un coup de couteau là, au niveau qui va du front, un peu avant l'oreille, jusqu'au nez. On a tranché le cou derrière, au niveau de l'oreille. C'est atroce, c'est violent. Voilà, elle est couchée, la gorge tranchée, immaculée de sang. Cette grande dame que vous venez de voir, côtoyant des sommités de ce monde et de notre République, je ne peux pas diffuser les images. Ça serait cynique et méchant et ça serait contre mon éthique. Et vous voyez, j'espère qu'il n'y a pas une vitre derrière, elle est couchée, cette belle femme. La maman de Truy, la fille de Truy, la femme de Truy, la sœur de Truy, couchée. Des seins dehors, beau corps. Ils ont filmé, ils ont fait la vidéo. Vous m'excuserez, ce n'est pas du voyeurisme. Couché chez elle, sur son lit, l'image défile, le corps, le sexe, tout est dehors. Ils ont filmé. Ils l'ont humilié. Ils l'ont déshumanisé. C'est une image terrible. C'est une image terrible. Au Cameroun. Alors, quand tu regardes ça, tu dis c'est incroyable. Notre image, la main, ils ont saccagé, ils l'ont broyé, ils l'ont tué comme un animal. Et on peut exploiter cette vidéo parce qu'on voit les pieds des gens qui sont là. Des corps qui sont en train de porter le corps d'autres qui filment. Ce sont eux qui ont mis cette image dehors. Dans un pays sérieux, des poursuites devraient être engagées contre eux. Voilà. Je regarde la dernière vidéo parce qu'on m'a envoyé beaucoup de vidéos. Très belle femme, couchée, déshumanisée, beau corps dehors, les seins, les fesses, les cuisses, tout. Que sa famille me pardonne. C'est terrible. Une maman, une épouse, une sœur, qu'on en arrive là. Alors,
Passé ce temps d'émotion, je vais dire deux choses à mes sœurs qui nous regardent. Mes sœurs, un, tel on se couche, tel on fait son lit, on s'y couche. Vous ne pouvez pas tuer une femme de cette manière-là. Vous envoyez les photos. Les seins sont dehors, les fesses, tout. Que les enfants m'en excusent, le cul, tout sur cette belle femme que vous voyez, qui côtoyait les Macron, les Brigitte Macron, l'ambassadeur Ekoumou. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Qu'est-ce qu'elle vous a fait pour l'humilier de cette manière-là? Alors, on m'a dit que sa fille, que je ne vais pas citer ici, est au Cameroun, elle était sans nouvelles de sa mère. Elle appelle donc le gardien, et le gardien lui dit, ta mère est morte. Elle dit, comment ça? Elle se dépêche sur les lieux, elle appelle la police, et là se sont retrouvés donc la police, la gendarmerie, le substitut du procureur d'un fou. Il y avait 8 personnes. Qui a filmé ça et a mis ça dehors? Et pour quelle raison vous le faites? Vous avez des femmes chez vous, vous avez des mamans chez vous, vous avez vos filles, vous avez des sœurs. Une femme qui est morte, vous êtes là pour faire l'enquête. Je ne vous accuse pas, mais dans une enquête, il y a ce qu'on appelle la confidentialité. Peut-être vous pouvez prendre ces images par inadvertance, vous donner à vos njomba, vous donner à vos amis, à vos copines, et vont balancer. Donc moi, déjà, ce que je peux demander, c'est l'ouverture d'une enquête. Tout ce qui était là, lorsque la fille de la défunte a alerté, lorsqu'elle a alerté, et les autorités judiciaires qui se sont déportées sur les lieux, c'est vous qui avez filmé. C'est vous qui avez mis dehors ces images. Si le Cameroun est un pays sérieux, on devrait ouvrir une enquête contre vous pour faute lourde, vous juger et vous condamner. C'est pas normal que dans un pays qui se dit respectueux des droits de l'homme, des droits humains, de la dignité, que des gens filment un corps à poil et l'exposent sur les réseaux sociaux et ils partagent ces images. Je trouve ça extrêmement méchant. La femme camerounaise devrait même manifester, sortir, se mobiliser pour dénoncer cette déshumanisation de la femme. Cette manière de traiter la femme comme un objet. L'humain n'est pas une bête de foire. Moi, je ne comprends même pas de fois aussi les familles. C'est vrai, c'est pour besoin d'enquête. N'admettez pas le téléphone auprès des corps de vos proches décédés. Vous bloquez tout. Quand quelqu'un entre, vous retirez le téléphone. Vous ne les laissez pas filmer. Bon, là, comme c'était des autorités judiciaires pour des besoins d'enquête, ils ont besoin de faire des photographies, des prises de vue et autres. Les images qui nous parviennent là, ce sont des images déshumanisantes, humiliantes, méchantes. Mais je vais vous avouer pourquoi ce genre d'images. Vous allez comprendre quelque chose. Des images terribles qui font froid au dos, qui déshumanisent la femme, la femme camerounaise, notre maman, notre fille. On nous a appris quand on était petit que tu vois une femme qui est même en train de pisser, tu fermes les yeux, tu te caches. On voit même une femme qui est couchée nue, on la couvre. Aujourd'hui, la nudité d'une femme ne dit rien aux ritualistes, aux gens des loges, aux sorciers, aux méchants. Une femme qui est morte, qui ne peut pas se protéger. Vous prenez sa photo, vous filmez. Vous venez mettre sur les réseaux sociaux et vous êtes dehors en train de dire que c'est Zogo. Le commissaire Zogo qui garde le Cameroun, il est méchant, comme il est aigri, il est allé en exil, on lui a enlevé ses galons, il devait être commissaire divisionnaire, il en veut à tout le monde. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Monsieur le substitut du procureur d'un fou, vous qui étiez sur les lieux, je ne vous accuse pas. Comment vous avez laissé faire? Ouvrez une enquête, je vois les pieds des gens là. Qui a pris ces images et les a balancées dehors dans une procédure judiciaire cadenassée, verrouillée? Est-ce que vous trouvez ça normal? Je vais prier la fille et la famille et le fils de cette dame de porter plainte. De porter plainte. Il faut porter plainte, ma fille. Elle a 2 enfants, elle laisse 2 enfants, un garçon et une fille. Il faut porter plainte. Il faut porter plainte. Alors, je vais aborder maintenant le deuxième problème. Mes sœurs, faites attention à vos fréquentations.
Tout ce qui brille n'est pas or. J'ai reçu beaucoup d'informations sur ce dossier et je ne vais pas influencer l'enquête. Vous vous souvenez, au lendemain de l'annonce de la disparition violente et brutale de notre feu frère Martinez Zogo, j'étais le premier à vous dire que ça c'est un crime impliquant des forces spéciales du Cameroun, une unité spéciale. Par la suite, il s'est avéré que la DGR était impliquée là. Je vous dis quelque chose aujourd'hui. Méfiez-vous beaucoup de vos fréquentations, de vos rencontres. Il y a des hommes méchants. Il y a des hommes qui sont monstrueux. Des hommes monstrueux. Il y a des gens qui sont dans les loges, des sectes sataniques. Par ce temps où on veut remanier le gouvernement, nommer des ministres. Mes sœurs, faites attention. Les informations que j'ai sur cette affaire, je ne peux pas tout révéler ici. Ça fait froid au dos. Alors, il y a plusieurs pistes qui se dégagent. Je vais utiliser ici la technique de l'escargot qui m'a été enseignée à l'école de police par le divisionnaire Atebongeli, qui nous donnait des cours de police judiciaire. La technique de l'escargot, c'est quoi? L'escargot va lentement, il se déploie. On commence par l'entourage immédiat, on élargit, on élargit, on élargit. Ça s'appelle la technique de l'escargot. Très bien. Alors, les femmes, beaucoup de gens vous côtoient. Ils sont des hauts dignitaires, ils ont beaucoup d'argent, des milliardaires. Vous ne savez pas quel est leur parcours. Vous ne savez pas d'où ils puisent leur puissance et leur promotion sociale. Ne voyez pas seulement les belles voitures, des beaux costumes, des belles maisons, de l'argent qu'ils vont vous donner. Deux fois, c'est votre propre vie que vous prenez, vous offrez aux gens et vous sacrifiez. Et certaines personnes sont très jalouses. Alors, lorsque vous regardez ces images, moi, l'ancien flic, je regarde quelque chose avec la technique de l'escargot. C'est simple à comprendre. Un, qui avait intérêt à tuer Marie Lumbala et qui avait intérêt à l'humilier de la sorte après l'avoir tué, exposer son corps nu et à poil. Ça me rappelle quelque chose. J'ai été contacté ici à la suite de l'assassinat d'un de mes frères, Enoa, qui était à l'autorité portuaire nationale, APN. C'était un cadre. On a retrouvé son corps nu, exactement comme celui de Madame Mbala Marilou. Vous voyez des similitudes, ça rappelle quelque chose. Je vous dis, moi je vais être clair avec vous. Ne soyons pas dans l'émotion qu'on va accuser les congèles campouriens. Je n'ai pas dit que cette piste n'est pas élaborée. Je sais qu'on a un combat manichéen avec les Bamileke et Kanke. Comme ils ont envoyé Amour Beling en prison, nous aussi par vengeance, dès que ça concerne un Bamileke, bouf, on dit c'est elle. Non, moi je ne vais pas être dans l'émotion. C'est ça qui fait la différence entre les camps. Et peut-être nos frères de Grassfield. Nous sommes une société philosophique et philanthropique. Nous n'aimons pas la manipulation et le mensonge. Merci. Je vais revenir dessus sur Martinez Zogo. Alors, quand je regarde ces images à première vue, le corps est exposé, nu, exactement comme le corps de Martinez Zogo. Exactement comme tout à l'heure, je vous ai parlé de notre crime de Kila, où les corps ont été exposés nus à poil. Donc, Martinez Zogo, cette dame, mettez-moi le nom là. Je venais de parler de notre crime odieux, où le corps a été exposé nu à poil. Voilà, mon frère Enoa, paix à son âme, de l'autorité portuaire nationale qui a été assassiné. J'ai toujours les photos là. On l'a laissé nu à poil. Ça me rappelle aussi l'image d'un autre camarade. Oui, c'est la méthode spirale, la technique de l'escargot. De manière progressive, on élargit l'enquête. J'avais un camarade qui était douanier, on l'appelait Danny. On m'a envoyé son corps brûlé nu. Il était douanier. Il est mort dans le nord. J'avais fait soin avec lui. On habitait la même cité. Alors, les ritualistes, les adeptes des loges, les satanistes,
je commence déjà à toucher à l'essentiel. Pour moi, ce crime, c'est une hypothèse, hein, je n'ai pas la science infuse, a tout l'air d'un crime passionnel et ritualiste. Ce n'est pas l'affaire d'un enfant. C'est des gens bien placés, qui veulent faire passer un message. Vous savez, j'ai un ami franc-maçon. Beaucoup m'ont approché, m'ont dit, m'ont expliqué tout le rituel des francs. Ils m'ont dit, quand les francs-maçons tuent quelqu'un, ils mettent 2 cailloux dans la poche. Ça fait que les policiers francs-maçons qui viennent, les procureurs francs-maçons qui viennent, sauront que c'est un des leurs qui a commis ce crime. Je vous explique quelque chose d'important. Et ils vont torpiller l'enquête. C'est un message subliminal qu'on leur fait passer. C'est un franc-maçon avec qui je causais, hein, qui connaît toute la République, je ne vais pas donner son nom, qui m'a dit, nous avons nos techniques de reconnaissance, d'identification. Quand nous commettons un crime parce que quelqu'un a bafoué nos règles, nous laissons un message, de telle sorte que les frères qui vont venir pour constater et mener les enquêtes, ils sont des francs-maçons, ils vont voir des indices et ils vont comprendre qu'il n'y a rien à faire dans ce crime. Il n'y a rien à élucider, l'affaire sera classée sans suite. Donc, des francs-maçons qui tuent quelqu'un, ils vont mettre 2 cailloux dans la poche. C'est un exemple que je vous prends. Je suis d'accord avec vous. Édition Chris. Oui, je ne vais pas donner son nom, Freddy Ndomba. Paix à son âme, tout à fait. Eric Bouffeux, c'était notre camarade à soi. Le corps était nu, à poil. Martinez Zoro, nu, à poil. Enois, nu, à poil. Mbala, Marie-Lou, nu, à poil. C'est un message subliminal. Pour moi, cette dame, c'est mon idée, hein, avec la technique de l'escargot, laissons Congel comme tranquille, le sénateur. Pour moi, il est fort probable qu'il n'ait rien à voir dans cette affaire. Oui, il y a la piste, on m'a parlé de 9000 mètres carrés, litige foncier, sa tante, machin. Lorsque j'analyse froidement cette affaire, ce n'est ni la famille, ni M. Congel-Cam. Je ne connais pas Congel-Cam. Il ne m'a rien donné, je ne le connais pas. Ni toutes les pistes explorées là. Ce crime est un rituel, c'est un sacrifice de quelqu'un de très haut placé qui connaissait cette dame. C'est un crime passionnel que, comme tu as voulu faire ça, on va donc te montrer. Et regardez bien, le corps est nu, à poil, filmé, exposé. Le corps de Martinez Zogo, nu, à poil, exposé. Le corps de M. Enois, nu, à poil, exposé. Le corps de Freddy Ndomba, nu, à poil, exposé. Ça porte les marques d'un sacrifice. Vous avez vu d'autres corps là, nous envoyons en Nanga une femme tuée. Oui, c'est une probabilité, c'est des pistes. Le corps d'une femme tuée en Nanga, nu, à poil, j'ai beaucoup d'images. C'est des crimes sacrificiels avec des rituels faits pour faire passer un message. Par ces temps où les gens veulent former un nouveau gouvernement, sont prêts à tout pour devenir ministre, directeur et que sais-je encore. Donc, mes jeunes sœurs, là, méfiez-vous. Les dames que vous montrez, vous allez parader, vous faites des photos avec des gens. Non. Tara, Ebe, Mongobeti, je n'ai pas dit que ce que j'ai dit est vrai. Mon frère, tu sais que j'ai dit, c'est une hypothèse. Et dans une enquête, il y a ce qu'on appelle la technique de l'escargot. Toutes les pistes doivent être explorées. Je suis d'accord avec vous. Moi, je ne suis pas en train de dire que c'est ça. Mais c'est une hypothèse vraisemblable. Alors, je vais procéder donc par la technique de l'escargot. Oui. On nous a dit, écoutez-moi très bien,
J'ai pris beaucoup de notes. J'ai pris beaucoup de notes. Madame Marie-Lou. Madame Marie-Lou, de son vrai nom, Mbala Marie-Lou. Elle était mariée à M. Demontreuil qui est décédé. Alors, Madame Mbala Marie-Lou a été cadre à la BEAC. Elle a été cadre à la BEAC. Excusez-moi, hein, j'ai pris beaucoup de notes. Elle a fait sa carrière à la BEAC et c'est là où elle a rencontré son mari, M. Demontreuil. À la BEAC, il y a 27 ans. Son mari est décédé. On dit donc qu'elle serait donc venue au Cameroun pour rapatrier les cendres de son défunt mari. Et Madame Mbala Marie-Lou est Mbok Fouda de père et Etoudi de mère. Elle serait la cousine de Yannick Noah, des noms très célèbres, de Marie-Françoise Ewolo, la grande journaliste, du ministre Tundingwa. Je m'excuse de citer les noms de ces personnalités, je ne les accuse pas. Elle serait donc Mbok Fouda du côté de son père. Et elle serait Etoudi du côté de sa mère. Du côté donc de Mbok Fouda, on vous a cité des noms. Du côté des Etoudi, je vous ai cité des noms de ses proches, le chef de famille Yannick Noah, Marie-Françoise Ewolo, Etundingwa le ministre. Du côté de Mbok Fouda, il y a des grands noms dans sa famille, tels de Cécile Bombankolo, de Laurentine Mbede, doyenne d'âge à l'Assemblée nationale, Marie-Thérèse Abena, on doit à un ministre, Namaremi, qui est une personnalité à la présidence de la République, le chargé des affaires spéciales de la police. C'est un ancien magistrat. Quelqu'un qui est susceptible même de devenir ministre de la Justice. Je n'accuse personne. Et Koumou Marius, notre ambassadeur en France. Vous avez vu les photos. Elle était proche de ces gens-là. Elle les connaissait, comme elle connaissait les Macron et le reste. Alors, on va donc aborder le récit, le film tragique des événements avec son agenda. Madame Mbala Marie-Lou arrive au Cameroun le 4 janvier 2026. Elle veut ramener les cendres de son mari décédé parce qu'elle vit ici en France. Elle arrive au Cameroun le 4 janvier 2026. Avant cela, elle a fêté Noël et le Nouvel An au Canada où elle aurait son fils et la famille et aux États-Unis. Voilà. Et le 6 janvier, elle va faire ses courses. Elle va acheter des provisions parce qu'elle voulait faire un bouillon de carpe d'après les éléments parvenus à notre connaissance. Elle va donc faire des courses qu'elle va garder et on va retrouver ces courses non rangées et les condiments sur la pierre à écraser. Et le 6 janvier, entre 10h et 14h, des individus vont s'introduire dans son domicile. Il y aura une intrusion. Elle arrive au Cameroun le 4 janvier. Le 6 janvier, elle va faire ses courses. Et le 6 janvier, entre 10h et 14h, des intrus rentrent dans sa maison. Et ces intrus ne forcent rien, il n'y a pas d'effraction. C'est comme s'ils connaissaient les lieux, ils s'introduisent. Pas de panique. Ils fouillent tout minutieusement. Ils déchirent des papiers. Écoutez ça bien. Ils déchirent des papiers. Ils déplacent les meubles, les placards, ils les ouvrent, mais ils ne volent rien. On m'a dit d'ailleurs qu'il y avait des bijoux, une forte somme d'argent, l'équivalent de 6 millions. Des bandits venus, ils ne touchent à rien. Il y a 6 millions, ils ne touchent pas à 6 millions, mais ils fouillent tout. Ils ne forcent aucune porte. Ils entrent comme s'ils connaissaient les lieux et comme s'ils avaient l'habitude.
Vous entendez ça? Alors, rien n'est volé. Les bijoux, les habits de valeur, les bijoux de valeur, une somme de 6 millions, ils ne touchent pas. Alors, ils s'installent, ils vont cuisiner sur le réchaud à pétrole du gardien, M. Mamadou Bada, qui est en fuite et contre qui on a lancé un avis de recherche. Ils mangent, ils circulent librement dans la maison le 6 janvier entre 10h et 14h. Ils sont chez eux. Ils n'ont forcé rien. Et la dame a des caméras de surveillance et tout. Ils ne se cachent pas. Ils ne se pressent pas. Ils prennent leur temps. Ils sont sûrs d'eux. Vous voyez tout ça. Dans la nuit du 6 au 7 janvier, la nuit tombe. Ils dorment sur place. Ils sont tranquilles. Ils ont fini de faire à manger. Ils font des tours dans la maison. Ils sont installés. Quelqu'un qui vient, qui a des comptes à te régler, qui ne te connaît pas, il va venir, il t'égorge, il te tue, il ressort vite. Il s'en va. Mais cela arrive le 6 janvier entre 10h et 14h. Ils prennent tout leur temps. Ils font à manger. Ils boivent, ils mangent, ils font la fête. Ils circulent. Les voisins ne constatent rien. Il n'y a ni cri, ni rien. Voilà. Dans cette maison, à Oudja. La voisine du ministre Momo. Complexe Béac. Voilà. Les voisins ne constatent rien. Il n'y a ni clameur, ni rien. Vous ne trouvez pas ça trop beau pour être vrai? Ça veut dire que cette personne avait l'habitude des lieux, connaissait la maison, avait l'habitude de venir là. Avait l'habitude de venir là. Ouais. Parce qu'un criminel qui vient comme ça, qui a été payé, il vient, il fait ce qu'il a à faire, il ressort en courant. Il ne va pas s'installer, il fait à manger, il tourne, il mange, il boit. D'ailleurs, le gardien, la dame qui était là aurait pu crier, les voisins allaient entendre. Personne ne crie. Ils sont là. Alors, ils dorment, ils occupent les lieux, une occupation assumée. Ils sont insolents. La maison leur appartient. Ils sont arrogants. Ils sont dans la toute puissance. Le mercredi 7 janvier, au petit matin, oh, docteur Sorces Congo, je vais t'appeler. Je vais t'appeler. Je vais t'appeler, docteur Sorces Congo. Je t'appelle dès que j'ai fini là, mon petit frère. On va causer. Tu sais ce que toi et moi on s'était dit, non? Tu as vu ce qui s'est passé. Voilà, je t'avais dit qu'il n'y aura rien. Je t'appelle après là. Alors, le mercredi 7 janvier, au matin, les intrus quittent les lieux. Ils posent une chaîne sur la porte. Un geste froid, précis et cynique. Ils ne sont pas pressés. Ils ont fini de faire à manger la veille, ils ont fait la fête, ils ont bu. Et le lendemain, ils quittent les lieux nyangalement, tranquillement. Il n'y a pas de chaos, pas de traces du grabuge, rien. Ils connaissent les lieux. Ils s'en vont. Ils s'en vont. Alors, nous sommes le 7 janvier. Le 7 janvier, vers 14h20, d'après le narratif parvenu à notre connaissance, la fille de la décujuste, de la défunte, de la disparue, appelle sa mère. Elle n'a pas de nouvelles. Elle se constate que ça ne passe pas. Elle va appeler le gardien, contrairement à ce qu'on a dit que c'est le gardien qui l'appelle. Elle appelle le gardien, que je n'ai pas de nouvelles de maman depuis. Le gardien lui dit avec une voix affolée, ils l'ont tué. La fille dit, tuer qui? Il dit, ta maman. Il le raccroche, il éteint son téléphone jusqu'à aujourd'hui. Le gardien raccroche, éteint son téléphone et se sauve jusqu'à aujourd'hui. Vous entendez ça? Voilà le récit triste et macabre de cet assassinat. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur ce récit. Au regard de ce récit, on comprend aisément beaucoup de choses. Il y a des choses qui interrogent, qui questionnent. La très longue intrusion dans le domicile, ils mettent autant de temps. Ils ne se gênent pas plus de 24 heures. Ils sont là. Ils fouillent méthodiquement et minutieusement.
Ça a l'air d'une opération minutieusement préparée, organisée. Ils fouillent sans voler. Ils cuisinent sur place. Ils passent la nuit. Et en partant, ils verrouillent la porte de sortie, le portail. Ils appellent et ils gardent le silence. Voilà le récit. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc, dans ce récit, on constate qu'il n'y a pas eu de violence, absence de chaos. La porte n'a pas été fracturée. La scène du crime est clean, propre. On dirait qu'ils connaissaient la victime. Ils étaient là où ils étaient sûrs de ce qu'ils faisaient. Alors, je vous ai fait le narratif de ce qui s'est passé. Maintenant, ceux qui disent qu'il ne faut pas brûler les pistes, oui, on va donc y revenir. Dans cette famille, il se dit qu'il y avait des tensions et des histoires de milliards, notamment des dossiers lourds. Allons-y avec la technique de l'escargot. 1. On parle, n'est-ce pas, d'un conflit foncier évalué à 1 ou 2 milliards. Un ou 2 milliards. On dit que Congelcam aurait acquis auprès de la famille 9000 mètres carrés de terrain auprès de la tante de la défunte. Nous n'accusons personne. Une certaine Odilia Ngono, représentée par un avocat qu'on décrit comme étant quelqu'un de sulfureux, d'extrêmement vénal. Je ne cite pas son nom. C'est le narratif qui nous a été fait. Lorsqu'on regarde donc à travers ce qu'on appelle la technique de l'escargot, l'entourage immédiat, on dit il y a des dossiers lourds, des conflits fonciers évalués à des milliards avec des personnalités très connues qui sont venues acquérir du terrain auprès de cette famille, notamment le sénateur, homme d'affaires, propriétaire de Congelcam. Il a acquis 9000 mètres carrés auprès de la tante de la victime, Madame Odilia Ngono. Des noms des magistrats sont cités. 2 magistrats du tribunal administratif du centre, 2 magistrats du tribunal administratif du centre à Yaoundé. 2 noms sont cités, apparaissent dans ce dossier. Donc ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des histoires de milliards, il y a des grands noms, il y a des hommes d'affaires, il y a des hauts fonctionnaires magistrats, il y a des personnalités dans la galaxie. Tout se croise dans cette affaire argent, influence, rivalité, silence. Tout est réuni. Alors, nous allons continuer. Nous allons continuer. Tout ceci interroge, mes frères. Alors, il se trouve donc que dans cette affaire, on parle, n'est-ce pas, d'un litige foncier, d'une affaire de terrain impliquant des acteurs influents avec des montants astronomiques, des milliards. Il y a des tensions internes, des rivalités familiales. Tout ça reste flou. Donc, on pourrait énumérer plusieurs mobiles. On va donc procéder par élimination. Le mobile foncier, les enjeux financiers. Comme il y avait beaucoup de terrain, des disputes, des histoires de milliards, n'est-il pas possible qu'on accuse la famille, des proches? Pourquoi pas? Les enquêteurs vont explorer, ils nous diront. Il y a la piste du conflit familial. Vous savez que l'argent attire le diable, la haine. Il y a des milliards en jeu, du terrain et tout ce que vous imaginez. Il n'est pas exclu. C'est une hypothèse. Les enquêteurs vont pencher sur ça, la technique de l'escargot, et vont procéder par élimination. Il y a la piste extérieure des intérêts. Peut-être l'éliminer pour essayer de profiter de l'argent, un règlement de compte. Il y a la piste de l'acte isolé. Vous parlez du gardien, pourquoi pas?
Et il y a aussi la piste du crime passionnel. Alors, moi je m'interroge au regard de ce que j'ai entendu. Parce que vous savez, lorsque vous avez une enquête, je suis quelqu'un qui reçoit beaucoup d'informations. Je reçois beaucoup d'informations et il faut rester objectif. Quand je regarde tout ça, oui, il y a ces pistes-là, ces hypothèses, n'est-ce pas, du litige foncier, du litige familial, des rivalités familiales, des intérêts financiers, d'une piste extérieure, d'un règlement politique, de compte, bien sûr, règlement de compte politique, d'un acte isolé du gardien et que sais-je encore. Alors, je vais exposer ici personne, j'ai également reçu beaucoup d'appels. On m'a dit, commissaire, dans l'affaire que tu veux aborder là, il faut faire attention. Notre sœur elle-même était une dame de fer. Elle ne rigolait pas. Elle ne rigolait pas. Je vais prendre la piste dont les gens semblent accuser le grand homme d'affaires. Quel serait son intérêt de venir? Des gens s'installent, ils font 24 heures, ils préparent, ils mangent, ils font tout. Ils mettent 24 heures pour commettre leur forfait. Quel serait son intérêt de mettre autant de temps, de durer autant? C'est vrai, on a un contentieux avec nos frères bamileke, cette guerre fratricide où ils livrent certains de nos hommes d'affaires, nous aussi, nous livrons les leurs. Mais sachons garder raison. Si ça avait été cet homme d'affaires, il pouvait même procéder autrement. Soit un accident, soit dans la rue. Avait-il vraiment besoin de venir, de s'installer dans la maison? Sauf si c'est pour brûler les pistes, de faire à manger. Vous m'excuserez, il faut mettre des cœurs, il faut sécuriser le direct. Donc on avait un problème de connexion. Quel serait son intérêt donc s'il s'agit de cet homme d'affaires que je ne connais pas, que je ne défends pas, je ne le connais pas, de mettre autant de temps, de s'installer, de faire à manger, de boire, de faire la fête et de repartir? Quel serait l'intérêt de la famille de venir, de s'installer, de faire à manger, de prendre tout son temps? La famille aurait même pu procéder par empoisonnement. Si c'était cet homme d'affaires, il pouvait même provoquer autre chose dans la rue, une agression, un truc. Toutes ces pistes-là ne me paraissent pas très probables, mais les enquêteurs disposent d'éléments scientifiques, des écoutes et autres, des repérages, ils pourront mieux nous éclairer dessus. Surtout qu'il y a des caméras de surveillance. Quand ils sont sortis, on les a filmés et c'est très facile d'exploiter même ces caméras. Ce qui est curieux, c'est que comment le gardien même a fait pour se sauver et partir. Sachant que la fille a appelé alors que le gardien était encore là, le temps d'arriver dans un quartier de Yaoundé, le gardien s'évapore dans la nature, on ne le retrouve pas jusqu'à aujourd'hui. Tout ça prête à confusion. C'est compliqué. Vous vous souvenez de l'affaire notre frère qui était cinéaste qui est mort là, Samy le Noir. C'était toujours comme ça. On brouille les pistes, on brouille. On oriente vers une fausse piste. Mettez des cœurs. Alors, beaucoup d'informations recueillies. Moi, je vais être sincère. On n'est pas là pour juger un membre de notre famille. Et surtout quelqu'un qui est décédé, qui n'a pas la possibilité de se défendre. Notre sœur, de par les coups de fil que j'ai reçus, on m'a dit qu'elle n'était pas facile. Que c'était un peu compliqué. Elle était une dame de caractère. Elle avait beaucoup de personnalité. Et je pèse mes mots pour ne pas choquer la famille. C'était une dame de fer. Alors, voici quelques éléments recueillis auprès des anonymes qui ont bien voulu me donner quelques informations sur notre sœur. Vrai ou faux, je n'en sais rien. On explore toutes les pistes. On a dit ça peut être cet homme d'affaires. Ça peut être le gardien. Ça peut être la famille. Du fait des enjeux financiers, ça peut être des enjeux fonciers. Peut-être parce qu'elle dérangeait par rapport au terrain. Peut-être des enjeux financiers, l'argent.
comme ça peut être toujours le gardien, peut-être frustré, n'aurait pas reçu ceci, comme ça peut être un crime passionnel d'un amant, d'un chot, d'un mari, comme ça peut être un crime passionnel venant de quelqu'un qui a voulu sacrifier pour l'éloge sa victime. Et le témoignage donc qui est fait, vrai ou faux, je n'en sais rien. Je vais être méticuleux parce qu'il y a la famille qui me regarde là. Certains m'ont appelé pour me dire que cette dame était décrite comme une femme difficile à vivre. Je vais utiliser des mots pas blessants. Et qui aurait eu des soucis avec son défunt mari blanc, une histoire avec une autre femme. Je ne rentre pas dans les détails. Et il y aurait beaucoup d'histoires autour de son ex-mari, d'après ce que les gens ont raconté, des gens qui m'ont appelé, que ce n'était pas une femme facile, qu'elle aurait eu un certain nombre de problèmes avec des gens, comme tout le monde. Moi-même, j'ai des problèmes avec des gens. On m'a parlé d'un terrain qu'elle aurait acquis au complexe Beyac, un terrain litigieux, le complexe Beyac litigieux, qui aurait été vendu à plusieurs personnes. Vous voyez? Et sur ce terrain-là, il y a eu beaucoup d'affaires. Voilà. Oui, c'est pas nécessaire. C'est pour ça que j'ai évoqué ça brièvement. C'est sa vie privée. Je ne rentre pas dedans. Mon frère Tara, je vois que tu as beaucoup de haine. Quel est le problème? Parce que depuis que je parle là, je te concède beaucoup de choses, mais je vois que tu es toujours sur la défensive. Tu es prêt à te battre avec moi. Pourtant, moi, je te donne raison. Pourquoi tu es si véhément, si virulent, si atrabilaire et si nerveux? Je dis, des gens m'ont raconté des choses en vrac. C'est des hypothèses. Que elle n'était pas facile. C'était une dame de caractère qui a pu avoir des soucis avec beaucoup de gens. Comme toi et moi, nous ne nous entendons pas avec tout le monde. Donc, ces hypothèses, elles sont négligeables, puisque tout le monde peut avoir des problèmes avec tout le monde. Chacun a son caractère et sa personnalité. Et qu'elle aurait donc acquis un terrain à Oja, un terrain litigieux. Je vous ai dit qu'au complexe Beyac, c'est la voisine du ministre Momo. Je n'ai pas dit que le ministre Momo connaît quelque chose dans ça. Hein. Et que, sur ce terrain-là, il y a des gens qui auraient été emprisonnés parce qu'ils ont procédé à une vente, à une double vente. Ils se sont retrouvés en prison. Est-ce qu'ils sont contents? Je n'en sais rien. On m'a parlé d'un éboulement dans son chantier, un accident, où elle était en train de construire une salle de fête. Et dans cet éboulement, un technicien serait décédé. Je parle d'un accident. Vous voyez, les gens appellent et parlent beaucoup et disent des choses. Est-ce que la famille de celui qui est mort dans ce chantier, si c'est avéré, n'a pas gardé dents et rancune à la suite de cet éboulement? Il y a beaucoup de choses qui se disent. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Je suis en train de trier. J'ai noté beaucoup d'informations. Je ne peux pas tout lire pour éviter de faire un procès en sorcellerie. Voilà. J'enlève beaucoup d'hypothèses et de pistes. C'était une femme d'affaires qui était en partenariat avec beaucoup de gens. On m'a donc parlé aussi d'un contentieux qu'elle aurait eu avec une autre grande femme d'affaires, je ne vais pas citer son nom, qui serait propriétaire d'une grande chaîne hôtelière à Yaoundé. Ils ont eu une dispute autour d'une affaire au port de Douala.
et où cette femme aurait perdu beaucoup d'argent et serait rentrée dans une colère noire contre elle. Je ne donne aucun nom. Moi, je ne veux pas les problèmes. Vous voyez beaucoup de pistes. Beaucoup de pistes. Voilà. La piste du terrain litigieux en vanne acheté. Un terrain qui aurait déjà d'abord été vendu à quelqu'un d'autre. Et l'affaire est allée en justice. Il y a eu des gens qui sont allés en prison. Il y a eu un chantier. Et dans ce chantier, il y a eu un accident, un éboulement. Un technicien serait décédé, enseveli, et le corps retrouvé après. C'est un accident. Ça fait déjà 2 problèmes. Troisième problème, une histoire de business, d'affaires, avec une de ses copines, femme d'affaires aussi, responsable d'un très grand hôtel, très connu à Yaoundé, une affaire qui aurait mal tourné au port de Douala avec des pertes conséquentes, des fortes sommes d'argent, et la copine, la sœur, se serait énervée et n'aurait pas digéré d'avoir perdu autant d'argent. Ça fait 3 hypothèses. Et on pourrait aussi parler de l'hypothèse, c'était une belle femme qui connaissait des personnalités. Quand vous voyez même la vidéo qui est là, quel homme n'aimerait pas connaissant nos hauts dignitaires? Beau corps que j'ai vu qu'on a exposé là, très belle femme, cadre à la BA. Beau corps, tout sain, on a tous vu ceux qui ont reçu ça. Alors, elle côtoyait beaucoup de personnalités. Des ministres, des hauts fonctionnaires, des ceci, des cela. Nous connaissons comment les Camerounais aiment les femmes. Et des belles femmes que la famille m'en excuse. Il n'est pas exclu que, je ne vais pas parler d'amant par respect, il n'est pas exclu qu'un admirateur jaloux d'un autre admirateur ait pu faire quelque chose. Je n'insulte personne, ma sœur Nicole Etundi. Je respecte beaucoup la mémoire de notre sœur. Je n'ai pas dit que c'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas dit que c'est ce qui s'est passé. Vous savez, lorsqu'il y a un deuil au village, des gens appellent. On va dire, Zogo, qui est parti là. Il était un homme bon. Il m'avait aidé. Il a aidé mon enfant. Il a fait ceci de bien, il a fait ceci de bien. Il y a aussi d'autres gens qui vont venir, qui vont dire, Zogo qui parle là était mauvais. Il a arraché ma femme. Il est sorti avec ma fille. Il m'a arraché le terrain. Vrai ou faux, je n'en sais rien. Qui sommes-nous pour juger? Toujours est-il que j'ai longtemps hésité avant de faire ce direct. Je n'ai jamais reçu autant d'appels. Autant d'appels. Où des gens souhaitaient faire des témoignages anonymes. Certains très positifs, d'autres aussi très négatifs. Et je m'entoure d'un maximum de précautions possibles pour éviter d'être blessant, parce que la famille est là. Elle nous suit, elle nous écoute. Et ça peut être blessant. Je n'accuse personne. Je dis des hypothèses. Et moi, en tant qu'enquêteur, on va regarder tout ça. On ne va pas seulement regarder avec la technique de l'escargot, la seule piste du litige foncier, du litige financier, des rivalités familiales. On va explorer d'autres pistes. Qui était susceptible d'avoir un intérêt dans cette affaire? Tout le monde doit être auditionné et entendu. Le cercle immédiat, le cercle élargi, le cercle encore plus élargi, les amis, les proches, les connaissances. C'est une enquête. C'est ça la technique de l'escargot. On se déploie doucement, 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 au fur et à mesure. Avec aussi les procédés scientifiques, il y aura des relevés d'empreintes, d'ADN, les caméras, le bornage téléphonique et tout. Je continue donc à dire que c'était une belle femme qui était dans le monde des affaires. Dans le monde des affaires, il y a des rivalités, il y a la concurrence, il y a la jalousie.
c'est des intérêts financiers énormes et colossaux, où des gens peuvent perdre de l'argent et t'en vouloir. C'était une dame très belle qui côtoyait des personnalités politiques. Nous avons vu des photos, nous n'accusons personne, je vous ai donné des noms, dont ses frères et autres. Donc ses frères et autres. Alors, parmi ces gens qu'elle côtoie, des personnalités, certains sont ses frères, certains sont ses cousins, mais il y avait certainement aussi des admirateurs. Je n'ai pas parlé d'amants, je parle d'admirateurs. Je peux être admirateur d'une femme, ça ne veut pas dire que je sors avec elle. Ça veut dire que je dis que oui, cette femme est belle, je lui fais la cour, je la courtise, mais je ne sors pas avec elle. Et je constate peut-être que cette femme, elle me refuse, mais elle a plutôt un penchant pour quelqu'un d'autre. Je peux venir, j'ai fini avec elle. Donc, l'enquête doit aussi s'intéresser, sans accuser quelqu'un, à toutes ces personnalités qui tournaient autour d'elle. Les membres de la famille, les amis, les hommes politiques, les hommes d'affaires et tout le reste. Personne n'est à l'abri. C'est ça une enquête. C'est ça la technique de l'escargot. L'escargot va doucement. Quand on dit la technique de l'escargot, on élargit, on va doucement. Si quelque chose arrive à M. Zogo aujourd'hui, d'après la technique de l'escargot, on va commencer par l'entourage immédiat, Madame Zogo, les enfants de Zogo, les voisins de Zogo, la famille de Zogo, les frères, les sœurs, les parents, les collègues, les connaissances. On élargit au fur et à mesure. On auditionne tout le monde. Chacun doit venir se justifier. Et cette enquête sera d'ailleurs facile. Si on met la main, elle était retraitée de la BEAP et travaillait à Marseille avant sa mort. Ça, je le sais, Nicole Etundi, je sais. Effectivement. Je sais qu'elle a été cadre à la BEAC, qu'elle avait pris sa retraite, elle vivait à Marseille. Je ne veux pas donner trop de détails. Je vais rester évasif. Pour ne pas donner trop de détails, je n'ai pas le droit. Et effectivement, elle vivait à Marseille, je sais. Je sais qu'elle laisse 2 enfants, une fille et un garçon, si je ne me trompe. Elle était issue d'une famille de 6 enfants, famille recomposée, dont un de ses frères qui est décédé. Et elle a des demi-sœurs qui sont en vie. J'ai beaucoup d'infos. Alors, et moi je dis, et je reviens sur ça, beaucoup de personnalités sont ambiguës et sans accuser personne. Des fois, c'est des gens très jaloux, très méchants. C'était une très belle femme. Quand vous voyez qu'on la tue, elle est nue. On filme et on laisse sa nudité faire le tour du monde. Écrivez-la, dites-moi vous-même. Quel était l'intérêt de l'homme d'affaires qu'on croit accuser facilement Bamileke de venir, d'envoyer des gens, de tuer cette femme, de la dénuder, de filmer, de la laisser à poil? Pour quel intérêt? Il n'était pas jaloux d'elle, il n'était pas son amant. Il a acheté du terrain auprès de la famille. Admettons même qu'il y ait des litiges fonciers. S'il va même commanditer ça, je dis s'il va commanditer ça, le mode opératoire ne semble pas se justifier. Voilà. C'est comme l'affaire Amour Belinga. Effectivement, Bernadette Ongono. Ils ont laissé d'autres pistes qu'ils auraient pu explorer pour brouiller les pistes et ils ont tout concentré sur Amour Belinga. Et on en est où on en est aujourd'hui, 3 ans après ou 2 ans. Rien. C'est la sclérose. La machine est bloquée et verrouillée. Donc, il y a cette piste aussi. Quel était l'intérêt de la famille? Peut-être à la suite des rivalités familiales, de l'humilier, de la laisser nue. Quel était l'intérêt? La famille aurait même pu procéder par empoisonnement ou par autre chose. Quel était leur intérêt? De la laisser à poil, nue, de la tuer, de la laisser à poil. Je ne sais pas. Dites-moi. Quel était l'intérêt d'une copine avec laquelle elle aurait eu des bruits dans le monde des affaires, de venir la tuer, de la laisser nue et à poil?
Ceux qui ont intérêt de par des images qu'on a vues, sauf si ces images ont été, comment dirais-je, sauf s'il y a une mise en scène pour brouiller les pistes, ça peut être le gardien qui l'aurait violé et à la suite aurait quitté la maison précipitamment. Oui, effectivement, Neba Milité qui achète les terrains, quand tu le déranges, il va négocier, il va te donner de l'argent. Je ne pense pas qu'ils vont jusqu'à tuer. Il va corrompre même des gens au sein de la famille que bon, comme elle me dérange, prends ta part, ferme ta bouche. Neba Milité négocie. Non, ne les accusons pas toujours pour rien que bon. Il est possible, je dis, c'est des pistes, des hypothèses, mais quel serait l'intérêt? Donc, l'intérêt, quand je vois ces images, on la filme, on la laisse nue, c'est soit un violeur, soit un admirateur, soit un ritualiste des loges. Oui. Et l'assassinat est violent. C'est un crime violent sur le corps, mais par contre, le décorium, il n'y a rien de violent. La tête tranchée, le cou, tout ça, elle a été, à la limite, charcutée. Comme un porc, comme un cochon, on l'a charcuté à coups de couteau, un objet contondant en fait, tranchant. Donc pour moi, je l'aurais dit, ça a tout l'air d'un crime passionnel par jalousie et d'un rituel. Comme pour Martinez Zogo, on tue, on expose le corps nu. Comme pour beaucoup d'autres crimes qu'on a vus, des victimes nues et noires, le corps exposé. Et Frédéric Ndomba nu, le corps exposé. D'ailleurs, la famille a dit des choses par respect pour sa dignité, je ne vais pas le dire. Il y a 10 ans, ce qu'elle a pu, ce dont elle a pu être victime et subir il y a une dizaine d'années. Bon, un crime familial, pourquoi pas? Il y a la piste, ce que vous appelez crime, piste familiale, rivalité familiale, c'est possible. Mais quel serait donc l'intérêt d'un membre de la famille de venir tuer un autre membre de la famille, de le dénuder, de le filmer, les seins dehors, les fesses, tout, et de diffuser? Est-ce que j'ai besoin, si je vais tuer ma soeur, de filmer le corps, de l'exposer nu? Quel est mon intérêt de venir tuer un membre de ma famille avec qui j'ai une rivalité quelconque? Au moins, je vais avoir le cœur, comme on dit au village, que non, c'est ma soeur, c'est mon frère. Je vais respecter au moins son intimité. Il n'y a qu'un admirateur jaloux dans une histoire passionnelle qui va aller jusqu'à ce stade-là. Sauf pour brûler les pistes et faire croire qu'on a violé, on a fait ça. Oui. Et quand quelqu'un vient même pour te violer, il ne va pas rester dans la maison. Le violeur, c'est vite fait, il est pressé. Il te prend, tchouba, vite fait, poum, 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 poum. Et peut-être, le violeur, même très souvent, ne tue pas sa victime. S'il n'est pas connu, le violeur va faire le sale boulot, il va se sauver. Celui qui tue la victime, c'est quelqu'un qui est connu et qui sait que si la victime survit, la victime va le dénoncer ou la dénoncer. Est-ce que vous comprenez ça? Si quelqu'un est violeur occasionnel, il vient parce qu'il est intéressé par le côté charnel et physique, la volupté, le plaisir. Donc il va prendre, sauf si la victime résiste, ce n'est que là qu'il peut la tuer accidentellement. Il va prendre son plaisir, il prend il fait ce qu'il a à faire, il se sauve. Il se sauve. C'est vrai qu'il y aura des relevés d'empreintes, d'ADN et tout, il se sauve. Maintenant, c'est lui qui va tuer et laisser nu. Ça veut dire que il sait que la victime le connaissait. Il sait que la victime le connaissait. Et que si la victime reste vivante, la victime va dénoncer que c'est elle. Mais, donc,
il faut prendre rapidement ce gardien. Alors, si le gardien s'est enfui, alors que la police était déjà alertée, il a pu quitter Yaoundé. On le cherche, il est introuvable. Il y a quelque chose qui est au-dessus du gardien, qui relève d'une organisation méthodique, précieuse, organisée par un réseau puissant. Des gens qui viennent, qui s'installent dans une maison, ils mangent, ils boivent, ils font ce qu'ils veulent, ils ne sont pas pressés. Imaginez, la fille aurait même débarqué, ou les petits-enfants de sa fille, ils seraient débarqués. Comme ça, à l'improviste, ils se rendent compte, ils replient, ils appellent. Ça veut dire que ceux qui sont venus là savaient ce qu'ils faisaient. Ils avaient l'habitude de venir là. Ils étaient en terrain connu. C'est mon avis. Donc, mes sœurs, vous qui avez les longs yeux là, vous qui avez les longs yeux là, vous êtes contente de connaître des personnalités. C'est bien, je n'accuse aucune personnalité. Mais vous ne connaissez pas certaines personnalités. Surtout par ces temps où le président Biya a annoncé un remaniement dans son message à la nation le 31 décembre. Tous les coups sont permis, les gens dorment chez les marabouts, ils font des sacrifices, ils sacrifient les femmes, les enfants, et les proies faciles, ce sont les femmes, attirées par le luxe et tout ce qui va avec. Je n'ai pas dit que c'est le cas. Hein. Je n'ai pas dit que c'est le cas. Imaginons que ce soit le gardien qui lui réclamait de l'argent. Il y avait 6 millions dans la maison. Ce gardien aurait pris les 6 millions et peut-être il ne la tuait même pas. Quel serait l'intérêt du gardien s'il n'a pas été monté? Que peut réclamer un gardien à sa patronne? J'en sais rien. Sauf si, je ne dis pas que c'est le cas, il y aurait une liaison intime entre les deux et par folie de jalousie, il l'aurait fait. Je ne le pense pas. Ça me paraît invraisemblable au regard de ce que je vois du réseau relationnel de cette dame. Le gardien peut-être qui réclame son salaire, qui n'est pas payé, qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce que le gardien allait faire? Il venait, il prenait les 6 millions, il se barrait. Il se barrait. Il dit, je suis dans cette maison depuis que je travaille, je ne suis pas payé, Dieu merci, voilà 6 millions. Il prenait les 6 millions, il se sauvait au Tchad, en Djamna, ou à Bangui. Il ne tuait personne, il avait pris son argent. Moi, des gardiens et des domestiques qui travaillaient chez ma soeur, ils ont pris de l'argent. Ils ont pris de l'argent. Ils se sont barrés, ils n'ont tué personne, ils n'ont violé personne. Ils sont allés, c'était des Centrafricains. Ils sont rentrés en Centrafrique. Ils sont arrêtés dans leur quartier, ils ont bu. Les gens ont vu de l'argent par terre, partout, ils ont dit c'est le con. On n'a jamais vu des gens avec autant d'argent. Ils se sont barrés. Bon, le gardien, sauf si il était admirateur de sa patronne, je n'ai pas dit amant, admirateur de sa patronne, et à force peut-être de voir quelqu'un d'autre, c'était une veuve, il lui était pas interdit de faire sa vie. Et par jalousie, c'est donc dit que ce que moi je veux, d'autres viennent manger, peut-être il allait finir avec sa patronne, et il a violé, il a fini avec elle. Mais le gardien, étant pauvre, aurait pris l'argent. Et on vous dit que des gens sont rentrés dans la maison la veille. Comment c'est le gardien? Moi, je ne comprends pas qu'on poursuive seulement ce gardien. Alors, si c'est le gardien qui l'a fait, qui sont ceux qui sont rentrés dans la maison le 6 janvier, se sont installés, ont fait à manger, ont fait la fête, ont traîné, sont ressortis, ont enchaîné et sont partis de portail? Le gardien avait-il besoin d'un renfort pour violer sa patronne, pour la tuer et réclamer et prendre de l'argent? Vous voyez que ça me paraît invraisemblable. Est-ce que le gardien avait besoin d'un renfort? Si le gardien était amoureux de sa patronne et que la patronne ne savait pas et qu'il a violé, est-ce qu'il avait besoin d'un renfort? Dites-moi, en quoi est-ce qu'il avait besoin d'un renfort des gens qui vont venir, sauf si c'était la communauté du Nord, s'installer, faire à manger, rester pendant 24 heures, sauf si ensemble ils ont fait l'emporti, que peut-être il a appelé ses autres collègues, venez m'aider, nous tous sommes finis avec elle, on mange. Mais dans ce cas, ils auraient pris les 6 millions.
Oui, le gardien connaît ceux qui sont entrés là. Ça, c'est évident. Il les connaît. Même s'il ne les connaît pas, il les a vus. Si le gardien était épris par les charmes de sa patronne, qui était une très belle femme, et qu'il savait qu'il ne peut pas la courtiser et la voir, le seul moyen, c'est de la violer. Il n'allait pas avoir besoin d'un renfort. Bonjour, ma grande sœur, Angélique Moubou. Il n'allait pas avoir besoin d'un renfort. Il prenait sa patronne, il la ligotait, il finissait avec elle, il se barrait. Il se barrait. Si c'est l'argent qu'il voulait parce qu'il avait, il avait des arriérés de salaire, il allait, il prenait les 6 millions, il volait, il se barrait. Pourquoi a-t-il eu besoin d'un renfort? Ces gens qui sont arrivés, c'est qui? La veille, qui ont passé 24 heures, ils ont fait à manger, ils n'ont forcé rien. Ils ne sont pas entrés par effraction, ils ont ouvert, ils sont partis. Ils connaissaient les lieux. Et aucun voisin ne témoigne, n'est-ce pas, d'un chaos, d'un désordre. Pour moi, c'est des gens qui étaient coutumiers, qui connaissaient les lieux, qui avaient l'habitude de venir. Donc l'hypothèse des membres de la famille, c'est possible. L'hypothèse des membres de la famille, c'est possible. L'hypothèse d'un admirateur jaloux, c'est possible. Voilà. Merci. Voilà une bonne information aussi sur le gardien. Le gardien, on ne vous a pas informé si le gardien vivait là avec femme et enfant. On ne me l'a pas dit, ma soeur. Voilà. Si le gardien vivait là avec femme et enfant, ça paraît d'ailleurs invraisemblable. Comment il a fait pour que la femme et les enfants se sauvent? On doit prendre la femme et les enfants pour les exploiter judiciairement. L'enquête serait même d'ailleurs très facile. Elle serait très facile. L'enquête serait très facile. Si le gardien, sa femme et les enfants vivaient là, l'enquête serait très facile. Ma sœur escale africaine, j'ai aussi eu d'autres membres de la famille qui m'ont dit beaucoup de choses. Et je ne vais pas révéler leur nom ici. Beaucoup de membres de la famille qui ont requis l'anonymat. Et je sais de quoi je parle quand je dis la piste d'un haut dignitaire avec un crime rituel. Je vais m'arrêter là. Je sais de quoi je parle. On ne va pas brouiller les pistes, mais les enquêteurs vont faire ce qu'ils pourront faire. On verra. On verra ce que ça va donner. J'ai des éléments que je ne souhaite pas partager ici avec vous, qui sont ultra sensibles, de peur que les suspects numéro 1 n'agissent leur stratégie et ne se protègent. Je ne vais pas les diffuser là. C'est des hypothèses. Je n'ai pas dit que c'est forcément des pistes avérées, mais c'est des pistes sérieuses. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit de manière énigmatique que mes sœurs, faites attention aux relations, aux rencontres toxiques, des gens passionnés qui ne sont pas prêts à lâcher. Qu'est-ce que l'exploitation des caméras de la Sûreté nationale donne? Les caméras sont en cours d'exploitation. La vidéosurveillance d'abord dans son domicile. Il faut du temps pour les exploiter. Et même la vidéosurveillance, c'est un grand quartier. Le complexe Béac, forcément, il y aura une suite. Ceux qui sont entrés là. D'ailleurs, si on ne les identifie pas vite et que l'enquête n'évolue pas, ça va conforter l'hypothèse d'une main noire bien placée. Il y a des indices, des caméras, des empreintes ADN. Ils sont entrés, les caméras de la maison les ont filmés. Les caméras de la maison les ont filmés. Oui, les caméras de la maison les ont filmés. Ça veut dire que ceux qui sont entrés sont ressortis, il y a des traces. La maison était sous vidéo protection, de par ce que j'ai entendu. Et même en sortant de là, c'est un grand quartier. À côté du ministre Momo, forcément, la surveillance du territoire, je ne vends aucun secret, la DST a des caméras là-bas.
pour la surveillance du territoire. Donc on verra ceux qui sont venus, qui sont entrés. Et moi, je vais m'arrêter là au niveau de cette enquête sans donner plus d'éléments sur ce que j'ai suivi. Oui, des relations difficiles avec certains membres de la famille, des oncles, des histoires de vente de terre. Ça arrive comme dans toute famille. Ces oncles-là seront exploités par les enquêteurs, il y aura des auditions, ça c'est clair. Notre sœur avait du caractère, elle n'était pas facile. On ne sait pas d'où ça peut venir. Il y a beaucoup de rancunes, des gens avec qui elle a pu avoir des embrouilles, sans le savoir. Moi-même, j'ai des embrouilles avec beaucoup de personnes. Les membres de la famille qui sont là, qui m'écoutent, il faut prendre note de ça. Oui, que tous ceux qui sont susceptibles d'avoir un intérêt dans ce crime doivent être entendus, exploités. Membres de la famille, proches, amis, connaissances. Ça donne vraiment la chair de poule. Angélique Amourou, si tu vois cette vidéo, tu vas comprendre que le Cameroun est mauvais. C'est vrai, on tue les gens partout. On ne peut pas tuer une femme de manière aussi violente. La tête charcutée à coups de quelque chose de tranchant, le cou tranché, les oreilles, les mains, le sang partout. Mais par contre, les seins, le corps, les fesses sont intacts. C'est intact. Ça veut dire que la personne qui a fait ça avait la rage. La personne là avait la rage. Il dit que je détruis. La personne en voulait à son visage, la tête. Quand je regarde les images, ce n'est ni les seins, ni le pubis, ni les fesses de la femme qui l'intéressait. C'est le visage qui l'énervait. Et il a lacéré le visage de la dame. Et ça, c'est intéressant. Le visage. La personne a dit que c'est comme c'est ce visage, beau visage, qui dérange les gens qu'on veut. La personne a lacéré le visage. Je regarde encore la vidéo. Les vidéos qu'on m'a envoyées, que je n'ai pas partagées. Le visage est abîmé. Première vidéo. On a tranché. Comme ça. Là. De l'œil jusqu'en bas avec le couteau. La personne avait la haine contre son visage. Deuxième photo, voilà, celle-ci monte bien. En dessous de l'œil, on a tranché en dessous de l'œil jusqu'au niveau de la bouche. Comme ça, là. Une blessure profonde. On a tranché en dessous de l'oreille. Une blessure très profonde. Et je vois aussi au niveau du cou. Donc la personne en voulait au visage. Elle avait la haine contre son visage. Et quand je vois la vidéo, excusez-moi, je vais aller ouvrir un peu, mais la porte est ouverte, non? Ça va, Néné? Oui, ça va. Lulu n'est pas encore là? Non, je sais pas. D'accord. Et quand je vois la vidéo, je la vois là devant moi, le corps est nickel. Voilà, je vois le pubis, le ventre, les seins, c'est nickel, ils n'ont pas touché. Très beau corps, mais par contre, les deux mains sont immaculées de sang, le visage est complètement détruit avec le cou. La triangulation des différents numéros de téléphone qui ont pointé, oui, les numéros qui ont borné là, la police scientifique camerounaise va faire. Tous les ingrédients sont réunis pour que très rapidement, on puisse mettre la main sur ces assassins. Oui. Tout est réuni pour qu'on puisse mettre la main sur eux. Tout est réuni. Et le corps est sur le lit. Des assaillants qui ont mis 24 heures. Pourquoi ont-ils déshabillé la victime et l'ont tuée pour la laisser à poil? Ça questionne. Pour quel intérêt? Elle est nue. Elle est nue. Bon. Nos enquêteurs, la police camerounaise est très forte en matière d'enquête. Si vous voyez une enquête piétinée, ça veut dire qu'il y a autre chose.
C'est une image terrible, terrible, terrible. Ok, donc voilà. Moi, je vais passer au deuxième sujet rapidement et puis je vais mettre un terme à ce direct. J'ai été saisi également à la suite d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrant une boulangerie dans la commune de Yaoundé, 7e de notre patriarche, le maire Paul Tamba. On a montré une boulangerie Blé d'Or, appartenant à un compatriote de l'Ouest, un Bamileke, qui était dans un état d'insalubrité inimaginable, avec des asticots. C'est donc le deuxième sujet. Et la vidéo devenue virale a fait le tour de la blogosphère, tout le monde l'a vu. Et tu te dis, c'est de ce pain-là oui, tout à fait. Tout est possible, hein, Claude et Fabelibi. Vouloir brûler les pistes en exposant le corps pour parler d'un viol. Tout à fait. Ouais. Alors, on a donc vu ces images qui ont circulé. J'ai été interpellé par beaucoup de personnes. Et ça ne devrait pas vous étonner. Tu te demandes que c'est dans cette boulangerie que sort le pain que les gens mangent en col du sol et au Yomaba. Les asticots, la crasse, la saleté. Vous savez, beaucoup de gens ont critiqué le président Paul Biya, qu'il était laxiste, que les lois, excusez-moi, que les lois du pays n'étaient pas appliquées. Et à un moment donc aussi, autant on accuse le président Biya de ne rien faire et que les lois du pays ne sont pas appliquées, autant lorsqu'on décide de faire appliquer les lois, on ne doit pas aller se calfeutrer derrière une chasse aux sorcières, un règlement de compte politique entre les États et les Bamileke. Alors, l'affaire de Yoma Bang, de la boulangerie Blé d'Or de la commune de Yaoundé 7e en Kolbison, chez le patriarche, l'ancien délégué du gouvernement, super-maire Chimi Evuna, devenu président du conseil régional du centre. J'ai donc pu avoir des intéressés du côté de la mairie pour avoir l'explication exacte, notamment notre sœur, la dame qui était sur les vidéos, qui est une dame très simple, qui a bien voulu collaborer. Madame le maire, le deuxième adjoint, dont je crois la nièce ou la fille de M. Chiméouna, que j'ai eu au téléphone. Merci à toi, Madame le maire, on n'a pas encore féminisé les fonctions, qui m'a dit la situation dans la commune de Yaoundé 7, Yaoundé 7e, date de depuis. Et au regard de ses pouvoirs de police en matière d'hygiène et de salubrité, elle a bien voulu faire une inspection des structures relevant de son unité communale. C'est à cet effet que lundi dernier, pas lundi qu'on a aujourd'hui, elle est descendue sur le terrain afin de sensibiliser sur l'hygiène, la salubrité et la sécurité dans sa commune en tant que deuxième adjoint au maire. Vous vous souvenez de cette dame? Vous savez, le sang suit sa veine. La fille de Chiméouna, grand homme charismatique, elle avait annulé un mariage. Il y a un mariage où le mari disait polygamie, la femme disait monogamie. Donc, je suis revenu sur ça, j'ai dit waouh! Donc, il y a encore des gens dans ce pays qui travaillent. Elle a voulu faire son travail et je ne sais pas si je vais retrouver cette vidéo-là, ce reportage. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur ça. Vous vous souvenez quand même de la vidéo d'une dame qui était mère, voilà, et qui a reporté un mariage où les mariés ne s'entendaient pas. Ils n'arrivaient pas à s'entendre, les mariés. Voilà, je vais vous diffuser ça, un reportage de Raoul Mbia sur le régime matrimonial
Et c'est comme ça qu'elle a dit, le temps de vous entendre, je ne célèbre pas le mariage. C'est donc elle qui est à l'origine de cette autre affaire. Ça veut dire que c'est une bosseuse. C'est une femme qui travaille. Voilà la vidéo. Très bien. Vous vous souvenez de ce reportage-là, de Raoul Mbia. Que prévoit la loi pour un tel préjudice? Raoul Christophe Bien. Voilà. Cette dame s'est mariée. Voici Soubou-Marie Clotilde. Âgée de 35 ans, elle s'est retrouvée sous le feu des projecteurs. Je n'ai aucun droit sur ce reportage. Cette vidéo. Je suis allé doucement et allé doucement. Quel système matrimonial choisissez-vous? Polygamie ou monogamie? Nous sommes le samedi 26 juin 2021. Le couple Nga est en pleine cérémonie de mariage. Voilà notre devant la dame deuxième adjoint maître mère. Yaoundé 7e. Voilà. Tout allait pourtant bien jusqu'au moment d'interroger le régime matrimonial. Le marié, contre toute attente, va déclarer polygamie et la mariée monogamie. La scène devient sujet de débat devant le maire et tourne finalement au ridicule. Et vous, mademoiselle? Voilà madame le maire. Vous annoncez que le mariage est Deuxième adjoint. Parce que le maire, c'est M. Tamba. Le mariage sera suspendu. S'en suivra alors une vague de critiques et d'attaques sur les réseaux sociaux. Surtout que des informations fusent faisant croire que le fiancé a fait appel à une autre fille disposée à se marier séance tenante et a fini la soirée avec elle, comme le démontre cette vidéo en caméra amateur. Deux jours après, c'est-à-dire ce lundi, les réseaux sociaux se livrent toutes sortes de commentaires. Vision 4 décide d'enquêter. Nous nous rendons à la mairie de Yaoundé 7e, dans l'espoir de voir la deuxième adjointe au maire qui célébrait le mariage. Malheureusement pour nous, elle est indisponible et son bureau est fermé. Nous essayons de repérer sur ce tableau de publication. Donc ça, c'était juste pour vous dire que contact avec la famille. cette mère n'est pas son premier coup. C'est une dame pugnace, très forte. Voilà, c'est un reportage qui a été fait sur elle. Elle décide donc de descendre sensibiliser les opérateurs économiques sur son unité territoriale, la commune du 7e, dans le cadre de ses pouvoirs de police en matière d'hygiène, de salubrité et de sécurité. Et c'est comme ça qu'elle va donc rentrer dans une boulangerie, Blé d'Or, et dans beaucoup d'autres structures, des hôtels, des habitations, pour se rassurer que les conditions d'hygiène et sanitaire et de sécurité étaient respectées. Elle va donc faire cette vidéo-là, s'adressant aux propriétaires de cette boulangerie. Et la vidéo a été mise sur les réseaux sociaux, instrumentalisée. Certains commencent à dire que, comme elle est Ekan et fille de Timi Evuna, elle veut régler des comptes aux opposants Bamileke qui ont soutenu Chiroma. Elle m'a dit non, que ça fait partie de leur mission. D'ailleurs, il y a des Ekans dans cette structure qui ont aussi reçu, n'est-ce pas, des amendes et qui seront sanctionnés. Donc, ça ne cible pas les Bamileke. C'est comme ça qu'elle va donc rentrer dans cette boulangerie et va trouver des conditions indigestes, d'insalubrité inimaginable pour une boulangerie avec des asticots. Elle va donc dresser un PV, elle va faire un compte rendu et elle va filmer la scène qui va aller sur les réseaux sociaux et va devenir virale. Mais jusque-là, elle n'a pas fermé la boulangerie, elle n'a pas scellé. Donc, elle va repartir voir son patron, faire un compte rendu, dresser un PV. Il y a donc une mise à demeure qui sera adressée à ces différents commerçants et opérateurs économiques afin qu'ils se conforment à la réglementation. Voilà ce qui s'est passé. Et très vite donc, beaucoup de manipulateurs ont récupéré cette vidéo pour dire, vous voyez donc les propriétaires du Cameroun, ils vont régler des comptes aux commerçants bamileke. Non. Il y a d'ailleurs des vidéos là qui montrent des écans. Une femme étonne dont la maison, elle a une maison où elle balance des déchets sur la voie publique.
La dame a également reçu une amende et a été invitée à se conformer à la réglementation. Donc, ça ne vise pas que nos compatriotes bamileke. Donc, elle a pu donc me donner ses explications pour que je vienne expliquer à tous ceux qui font des amalgames autour de cette vidéo-là. Nous avons dit que le pays était sclérosé, frappé par l'immobilisme et qu'on n'appliquait pas les lois. Désormais, donc, on va appliquer les lois. Et quand on décide d'appliquer les lois, ça devient un problème tribal, un problème politique. Non. Tu ne peux pas avoir une boulangerie, tu ne respectes pas les normes sanitaires. Tu fais manger de la merde, des asticots aux gens. Et lorsqu'on te demande de te conformer, tu commences à dire que c'est une chasse aux sorcières. Parce que tu es bamileke, parce que tu as soutenu Kamto Chiroma. Non, ça n'a rien à voir. Je vous diffuserai sur ma page des vidéos de cette dame, des vidéos de cette dame, deuxième adjoint au maire, Madame Evuna Yongo Fleur, A2, dans la mairie du 7e, la nièce ou la fille de M. Chimi Evuna, qui est sur les traces de son père. Nous connaissons tous M. Chimi Evuna lorsqu'il était à la communauté urbaine de Yaoundé. Il a rétabli l'ordre, l'hygiène, la salubrité, tout marchait. Et sa fille est sur ses traces. Madame Evuna, elle est sur les traces de papa. Evuna Yongo Fleur. Il faut toujours avoir un modèle. En voulant appliquer donc la réglementation, ça devient un problème politique. Non, il faut qu'on arrête. Je vais vous diffuser une autre vidéo de cette dame. A2, adjoint au maire, deuxième adjoint au maire, qui s'adresse à des, comment dirais-je là, à des citoyens de sa commune qui ne sont pas bamileke, qui sont de la même aire géographique qu'elle, des écans. Que vous n'avez pas respecté la réglementation, vous avez un hôtel, vous avez un immeuble en location, on va vous sanctionner. Donc arrêtons de vouloir tout tribaliser et de voir tout sous le prisme du tribalisme et de la politique. Donc voilà ce que moi je tenais à vous dire aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Je n'ai pas pu rentrer dans les détails sur la première affaire parce qu'elle est sensible. Il y a des grands noms qui sortent, mais il ne faut pas livrer les gens à la vindicte populaire. Mais il ne faut pas non plus aussi désorienter l'enquête ou la bâcler, comme on l'a vu sur l'affaire dite Martinez-Zogo, où les gens ont fait prospérer d'autres pistes qui n'avaient rien à voir avec les vraies pistes. Et aujourd'hui, l'enquête, le procès piétine, parce qu'on n'est pas sur la vraie piste. Il a fallu du temps pour qu'on se retrouve avec la piste de Martin Sanvom et tout. Donc on ne peut pas se lever. On accuse tout d'un coup le patron de Congelcam. Le patron de Congelcam fait partie, n'est-ce pas, des témoins à exploiter. Tout comme la famille, tout comme les amis, les proches, les personnalités qui la côtoyaient. On ne peut pas voir que Congelcam. Mais on ne peut pas non plus aussi exclure Congelcam dans ce qu'on appelle le processus de recherche de la vérité. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui a commis le crime ou qu'il est suspect et qu'il faille se concentrer seulement sur lui. Ça brouille les pistes. Nous, on ne va pas faire comme eux. Que sans aucune preuve, ils sont acharnés sur Amour Belinga. Ça, c'est une preuve que nous sommes des gens dignes. Nous ne sommes pas là pour livrer les gens en pâture. Voilà ce qui nous caractérise. Oui, dans la chaîne, n'est-ce pas, d'exploitation des témoins susceptibles d'aider à la manifestation de la vérité, figure le patron de Congelcam. Je dis des témoins à exploiter qui peuvent aider à la manifestation de la vérité, comme il y a aussi des personnalités de la République qu'on doit interroger sur leur lien avec la dame, de l'ambassadeur Ekoumou, des ministres Namaremi, de tout ce qu'on a cité. Ça ne veut pas dire qu'ils sont suspects. Je n'ai jamais dit ça. Ils peuvent aider. Je suis commissaire, je vais dire oui, ben monsieur l'ambassadeur, dites-nous, son excellence Ekoumou, je vous ai vu sur les photos avec cette dame, vous la connaissez où, comment, que traitiez-vous ensemble, vous étiez si proches, il y a cette affaire qui n'a rien à voir avec vous, mais votre déposition peut nous aider. On va voir de tous ceux qu'elle côtoyait, les Yannick Noir, tous seront entendus. C'est ça une enquête. La technique de l'escargot. Et tous ces PV-là seront donc recoupés, analysés
pour pouvoir arriver à la manifestation de la vérité. Des témoins auditionnés, des voisins, une enquête de voisinage, l'exploitation, n'est-ce pas, des téléphones qui ont borné là, des membres de la famille, des gens qui ont pu avoir des différends et un contentieux avec eux. C'est ça une enquête. Une enquête, ce n'est pas qu'on se lève seulement, on dit que c'est le patron de Congel Camp. Parce que le terrain, 9000 mètres carrés, oui, il est parmi des pistes à explorer. Pour moi, c'est un témoin qui peut aider à la manifestation de la vérité, mais ce n'est pas un suspect. Pour le moment, il n'y a aucun suspect. C'est des témoins. Le seul suspect, pour le moment, la justice a lancé un mandat de recherche, un avis de recherche contre lui. Le gardien, M. Mamadou, si c'est Badaouki. Et les autres ne peuvent être que des témoins pour le moment. Des témoins. Voilà. Pour qu'on n'arrive plus, comme sur l'affaire Martinez Zogo, on a vu Kamou Belinga, et vers la fin, Martin Sangom surgit avec toute sa galaxie. Non, il faut entendre tout le monde évoluer de manière progressive, lente et méthodique. La technique de l'escargot, la famille proche, les enfants, l'entourage immédiat, le gardien, s'il a fait une femme, la femme du gardien, les enfants du gardien, les voisins immédiats, les parents, les cousins, les oncles, les tantes, les amis, les frères et sœurs, les partenaires d'affaires, les amis dans le monde politique, des amis sur le plan affectif et émotionnel. Tout ça doit être passé au pain fin par les enquêteurs et je peux faire confiance à mes camarades enquêteurs avec qui j'ai fait l'école de police qui sont très méticuleux, sauf si l'enquête est torpillée et manipulée. Mais ils maîtrisent leur travail, ils sauront aider à la manifestation de la vérité. Mais au regard de ce que j'observe, j'ai bien peur que cette affaire ne s'enlise et ne tourne, n'est-ce pas, au fiasco de l'affaire Martinez-Zogo. Nous allons suivre cette affaire de très près. Nous allons continuer à vous éclairer dessus. N'hésitez pas, moi je vous remercie infiniment. Tous ceux qui ont pu m'appeler spontanément pour me donner des infos. Et je remercie beaucoup les femmes, mes followers. Parce que, vous voyez, au Cameroun, c'est par ça que je vais terminer. Ceux et celles qui m'aident beaucoup, ce sont les femmes. Vous voyez nos hauts dignitaires là. Ils refusent de traiter, de côtoyer leurs frères que nous sommes, même si nous leur rendons des services. Mais vous ne pouvez pas imaginer des femmes, de fois même négligeables, qui ont pu me donner des renseignements précieux et utiles sur des personnalités de la République, sans les trahir. Hein. Et je vous remercie infiniment. Mon numéro est ouvert, mon inbox. Ceux qui pensent qu'ils ont des choses à dire sur cette affaire, sans stigmatiser quelqu'un, sans livrer en pâture quelqu'un, sans vous hégémonier quelqu'un, de manière objective et neutre, qui n'hésite pas à m'appeler en inbox. Je remercie surtout les femmes qui m'ont appelé pour me faire des témoignages de manière anonyme. Et je protège mes sources sur le côté positif et négatif de la défunte. Et tout ça va concourir à la manifestation de la vérité parce que je sais que mes camarades et collègues enquêteurs sont sur ce direct. Ils prennent des notes et j'ai aussi tenu à faire ce direct pour les aider, mais sans influencer la piste. Toute modestie gardée, ils pourront explorer cette piste-là pour qu'on ne s'enlise plus comme dans l'affaire Samy Le Noir, l'affaire Martinez-Zogo. Vous avez donc la latitude d'exploiter tous les témoins oculaires ou tout au moins toute la chaîne du réseau de cette dame afin de nous aider à arriver à la manifestation de la vérité parce que les images que nous avons vues sont choquantes. Exactement comme pour l'affaire Martinez-Zogo. Nous devons savoir qui l'a fait. C'est pour ça que j'ai tenu à faire ce direct. Voilà. Donc, sur ce, je vais prendre congé de vous. C'est ma journée de repos. Je reprends probablement le service demain. Et je vais continuer aussi à suivre la télé, à regarder Facebook. Je reste ouvert. Hein. S'il y a des gens qui pensent que j'ai pu dire des approximations et qu'ils peuvent avoir des éléments susceptibles d'étayer
nos followers qui n'hésitent pas. Je tiens aussi à m'accuser auprès d'une dame cadre à la BEAC. J'ai publié sa photo avec l'ambassadeur Ekumu et la défunte. Mais elle n'est pas visée. Son droit à l'image, elle s'est retrouvée là. Et la famille m'a interpellé. Je vais retirer cette image-là. Madame, rassurez-vous, vous n'êtes pas concernée. J'aurais pu flouter votre visage. Parce qu'il y a beaucoup de personnalités dans la galaxie de cette dame qui est décédée. Et il faut protéger les gens. Le fait de faire indirect et le fait de citer des noms ne veut pas dire que ces gens sont coupables. Il y a la présomption d'innocence et même en matière d'enquête, il y a des témoins. Moi, j'ai été entendu dans plusieurs affaires comme témoin des affaires criminelles graves. Ça ne veut pas pour autant dire que je suis concerné. On peut faire une enquête de voisinage, me demander que savais-tu de la victime, comment elle vivait, toi qui la côtoyais. C'est pour comprendre la personnalité de la victime et de voir s'il n'y a pas eu à voir quelque chose relevant de cet ordre-là. Comprenez un peu? Oui, je peux dire, je connais telle victime qui était carrée, beaucoup de charisme, de personnalité, qui n'était pas facile, elle ne se laissait pas faire. Ça peut être intéressant pour les enquêteurs que, comme elle ne se laissait pas faire, un de ses amis l'a dit, ça veut dire que dans une relation d'affaires ou amoureuse, ou que sais-je encore, ou familiale, peut-être elle a su imposer son style et ça a beaucoup dérangé celui qui était en face et il est passé à l'acte. Voilà, c'est tout. Je salue Sa Majesté Joseph Atebankou qui est là. Moi, je vais donc aller manger mon poum et le sanga que Madame Zogoma fait. J'aime beaucoup les plats traditionnels, le poum, le sanga, le coq. Voilà. Donc tout le monde doit être entendu dans cette affaire. Yannick Noir, tout le monde. Tout le monde. Pour aider à la manifestation de la vérité, les amis, la famille, les oncles, les cousins, les sœurs, tout le monde. Personne n'est à l'abri. Tout le monde est suspect lorsqu'il s'agit d'un crime. Que ce soit les frères, les sœurs, le mari, les enfants, tout le monde est suspect. Et un suspect n'est pas un coupable. Un suspect n'est pas un coupable. Parce qu'il y a la présomption d'innocence. Il faudrait que ces termes soient bien maîtrisés. Parce que quand j'ai annoncé mon direct, beaucoup étaient en panique, des gens tremblaient, que Zogo va venir nous livrer. Je n'ai livré personne en pâture. Là où je suis là, je vous ai dit que c'est elle qui a tué. Non. Pour le moment, la justice est sur la piste du gardien. Peut-être en tant que témoin parce qu'il y a des indices graves. Il a appelé, il a éteint son téléphone, il s'est sauvé. Alors, lorsqu'il y a une situation comme celle-là, la responsabilité veut que tu te rendes à la justice, que tu t'expliques, et c'est tout. Ah, Sa Majesté, tout le temps que tu viens, on va manger le sanga et le poum, quand tu seras de passage. J'espère qu'on va se retrouver à la cérémonie bientôt chez l'artiste. Je ne sais pas si elle t'a invité. Le 24, où on avait été pour le deuil de notre Bola. Donc, elle te dira, si tu es là, on se verra quoi. Merci beaucoup, merci à vous tous. Je vais m'arrêter là. On se retrouvera probablement dans les prochains jours. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu vous bénisse, Inch'Allah. Merci.